l'armement, parce qu'il y a eu tout un débat après-guerre de la part de certains pays en disant voilà, les Alliés de toute façon ne nous ont pas livré d'armes, ils n'ont été pas généreux du tout. Est-ce que c'était cette peur des Alliés d'armer des peuples insurgés, ou est-ce qu'en réalité c'est une fausse idée et qu'il y a bien eu une implication de la Grande-Bretagne dans ces livraisons d'armes? Il y a un chapitre très intéressant du livre qui donne des chiffres tout à fait éclairants. Alors, je rappelle que j'ai écrit ce livre au moment de la Libye, au moment de la Syrie. Et donc, vous avez tous entendu, comme moi à la radio, pourquoi on n'arme pas les rebelles syriens, pourquoi on n'arme pas les rebelles libyens, etc. Alors, voilà. Et donc, pour nous, c'est vraiment évident. Et donc, c'est tout à fait intéressant de mettre en miroir la situation qui prévaut pendant la Seconde Guerre mondiale et la situation qui prévaut aujourd'hui dans ces régions sinistrées. Alors, la réponse, elle est double. Globalement parlant, si la guerre subversive est prise au sérieux par des dirigeants britanniques, donc Churchill, qui en plus adore ça, toute une partie de l'establishment militaire n'aime pas la guerre subversive, n'y croit pas. Et donc, l'idée, c'est qu'on va gagner la guerre de manière classique, et notamment, disent les aviateurs, en pilonnant l'Allemagne, en la bombardant. Ce qui veut dire que l'air va toujours être réticent à l'idée de lâcher des bombardiers pour transporter des containers ou transporter des hommes. Donc, le SOE aura toujours une difficulté à obtenir du matériel. Mais, ceci posé, envoyer des armes, c'est très compliqué. Et j'ai effectivement consacré un chapitre pour montrer que c'est compliqué. D'abord, il faut mettre les armes dans des containers. Voilà. Alors, ça vous a, voilà, vous dites que c'est pas grand-chose. C'est compliqué de mettre des armes en container. Alors, tous les résistants ricanent sur on nous a envoyé des mitraillettes alors que nous voulions des explosifs. Voilà, donc vraiment ces Britanniques sont pas sérieux, sauf que si vous voulez être efficace, il faut standardiser. Donc les Britanniques ont décidé qu'il y aurait 4 types de containers. Un container avec des mitraillettes, un container avec des explosifs, etc. Parce que sinon c'est ingérable. Donc on ne, voilà, c'est pas un drive. Hein, on ne peut pas faire sa commande avec tel et tel élément. Donc vous avez cette standardisation. L'autre élément qui est compliqué, c'est qu'il faut des parachutes. Il faut des parachutes. Alors, pour vous donner un exemple, les Britanniques, le SOE, demandent 10 000 parachutes pour 1944. Les Britanniques fabriquent 10 000 parachutes par an. Donc ça colle. Sauf que, il faut également 10 000 parachutes pour les troupes aéroportées qui vont débarquer en Normandie. Donc vous avez un déficit de 10 000. Comment vous faites? Bon, alors finalement, les généreux Américains vont fournir les 10 000 parachutes manquants, mais vous voyez, ces problèmes d'intendance sont énormes. Bon, donc, ensuite, vous avez vos containers, vous les avez emballés, vous avez quand même des armes qui se prêtent à l'envoi, mais c'est assez difficile de mettre un canon dans un container, c'est assez difficile de mettre une grosse mitrailleuse dans un container, donc il y a aussi ce problème. Ensuite, vous avez un choix cornélien qui rappelle le capitaine Haddock, hein, barbe sous la couverture ou sur la couverture, c'est plus vous chargez un avion, moins il va loin. Bon. Donc qu'est-ce que vous choisissez? De desservir des destinations lointaines, mais du coup votre capacité d'emport est limitée, ou de servir des destinations proches, mais votre capacité donc du coup d'atteindre des régions isolées est compliquée. Par ailleurs, vous avez des endroits où il est quasiment impossible de parachuter des armes. C'est le cas notamment de la Belgique, parce que la Belgique est très défendue par la chasse et par la défense contre avion, la DCA allemande, la Flak. Bon, donc, c'est pour cette raison que la France du Sud va être mieux servie que la France du Nord, et que la France du Nord va être mieux servie que la Belgique. Ensuite, vos avions s'envolent, il faut qu'ils puissent parachuter au bon endroit. Donc, des terrains a été repérés, que vous ayez une équipe au sol qui réceptionne. Pas évident. Car comment l'équipe au sol va-t-elle pouvoir communiquer avec les pilotes? Alors, à terme, des systèmes sont inventés. Dans les systèmes inventés, vous avez des systèmes de radioguidage. Dans les systèmes inventés, vous avez ce qu'on appelle les S-phones, qui permettent une liaison téléphonique entre le sol et l'air. Mais par exemple, au Danemark, le problème, c'est que le pilote polonais, qui est en liaison avec une équipe au sol de Danois, refuse de parler autre chose que le polonais. Bon, voilà, donc ils essayent l'anglais, ils essayent l'allemand, ils essayent le français, ils essayent le zoulou, voilà, rien, que du polonais. Donc, problème. Une fois que vous avez réussi à arriver sur zone, que votre équipe est présente, il faut qu'elle réceptionne les parachutages. Mais elle ne sait pas toujours combien de containers elle va avoir. Donc vous avez également au Danemark un énorme problème,
le jour où les Danois de mémoire attendaient 5 appareils et que s'en présentent 25 qui vont larguer un nombre de containers considérable, avec le bruit que les avions font, qui donc attire les Allemands. Donc vous êtes obligé d'évacuer 100, 200, 300 containers en 20-25 minutes, alors que vous n'avez pas d'automobile, que l'essence est rare, que les camions manquent, etc., etc. Donc tout cela pour dire qu'en majeur, les Britanniques ont effectivement été très prudents quant à l'armement, tout simplement parce que cela leur paraissait peu utile avant le débarquement. Donc le gros de l'armement va se produire en 1944-1945, mais que les contingences matérielles ont été également très présentes. Juste un mot peut-être sur les tracts. Oui, donc les Britanniques parachutent aussi des tracts. Bon, donc j'ai essayé de garder mon âme d'enfant et je me dis mais pourquoi on parachute des tracts? Pourquoi parachuter des tracts? L'élément c'est que d'abord, si les Britanniques ne croient pas à la toute-puissance de la BBC, c'est parce qu'ils savent que les Allemands confisquent les postes, qu'il est difficile d'avoir des pièces de rechange, que parfois l'électricité va manquer, donc que la propagande écrite a du sens. Et moi je me disais, quand on est pilote de bombardier, c'est quand même plus génial de porter des tracts que de bombarder des villes. Erreur. Cette mission est détestée par les équipages. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des tracts, premier élément, vous les larguez, donc au moment où vous les larguez, vous avez plusieurs kilos qui partent dans l'air et qui déséquilibrent l'appareil. Donc le pilote a un problème d'assiette. Second problème, les tracts sont largués au départ par la porte latérale, ce n'est pas une soute qui s'ouvre, c'est deux hommes qui balancent les paquets de tracts. Or ces deux hommes, qui sont-ils? Ce sont les mitrailleurs. Ce qui veut dire que votre avion n'est pas protégé pendant que les tracts sont largués. Troisième élément, vous avez des tracts qui s'engouffrent dans la carlingue, qui arrivent jusqu'au cockpit, donc le pilote a du mal à piloter, donc cette mission est détestée par les pilotes et les équipages, à telle enseigne que le SOE va envoyer des missionnaires dans les bases en leur disant « c'est important d'envoyer des tracts, c'est important que vous fassiez cela, mais c'est assez compliqué de les convaincre. » Et donc du coup je me disais c'est quand même moins utile d'envoyer des tracts que de bombarder. Et la réponse c'est qu'en fait on utilise le largage de tracts comme entraînement. Donc on va entraîner les équipages au bombardement, mais avec des tracts, ce qui au fond ne nuit pas à la campagne de bombardement sur l'Allemagne, ce qui fait plaisir aux aviateurs. Alors cette importance de la propagande, elle nous rappelle bien la volonté de la Grande-Bretagne de jouer ce rôle dans la guerre, et ce rôle des Britanniques qui est éminent. Il y a une question qui est politiquement délicate, c'est savoir quelle est l'attitude, comment les pouvoirs exilés prennent-ils cette aide britannique, comment eux ils la reçoivent et quels sont les problèmes que ça va susciter. Est-ce qu'ils se considèrent comme des co-belligérants de la Grande-Bretagne? Est-ce qu'ils vont développer eux aussi leur propre service de renseignement? Est-ce qu'il y a une confiance aveugle? Enfin la réponse est dans la question, surtout si on pense au général de Gaulle bien sûr. Mais voilà, comment ça se passe avec les autres pays aussi? Alors, le premier élément quand même à souligner, c'est que être exilé, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle, et donc vous avez une très grande souffrance, et je pense que pour le général de Gaulle, ça a été une souffrance terrible d'être toujours obligé de quémander des moyens. Hein, c'était quand même le représentant de la France, d'un grand pays, voilà, et le général de Gaulle n'a même pas un avion. Donc il est tout le temps obligé de demander les moyens. Donc c'est toujours une situation horrible. Alors indépendamment de ça, comment les pouvoirs en exil, le général de Gaulle, la reine des Pays-Bas, voient-ils la chose? Un, ils se définissent comme les représentants de leur pays et donc comme les alliés. Donc ce sont des hommes et des femmes politiques qui aident le Royaume-Uni à gagner la guerre. Mais dans le même temps, ils se perçoivent aussi comme les représentants de leur peuple captif. Et donc parfois, cette double casquette, je défends ma population opprimée, je suis le porte-voix de ma population opprimée, d'une part, et d'autre part, je dois aider la Grande-Bretagne à gagner la guerre, eh bien ces deux logiques se contredisent. Exemple, les îles Lofoten. Alors, les îles Lofoten, charmant petit archipel au nord-ouest de la Norvège, et les îles Lofoten sont célèbres parce qu'elles ont des usines d'huile de hareng. C'est un objectif militaire assez considérable parce que l'huile de hareng contient de la vitamine D qui est importante pour les équipages de sous-marins. Hein. On donne de la vitamine D aux équipages de sous-marins. Et donc,
les Britanniques décident de faire un raid sur les îles Lofoten. La destruction de ces usines d'huile de hareng est un peu anecdotique. En fait, l'élément important, c'est de montrer que la Grande-Bretagne peut encore, en 1941, frapper. Vous avez donc un commando britanno-norvégien qui frappe les îles Lofoten, détruit les usines de hareng, met la main sur des codes allemands, rapatrie des volontaires, capture des Allemands. Donc, grand succès, et la presse peut utiliser cette opération comme un argument de propagande. Sauf que, quand les Britanniques et les Norvégiens repartent, eh bien, le problème, c'est que les Allemands se vengent, brûlent des bâtiments, déportent des hommes des îles Lofoten, et donc le roi de Norvège, qui n'est pas du tout un teigneux hostile au Royaume-Uni, dit aux services britanniques, et notamment au ministre des Affaires étrangères Eden, vous avez des risques inconsidérés, et il faudrait que nous soyons consultés. Donc vous le voyez bien, le problème qui va se poser, c'est la défense de la souveraineté. Est-ce que les Britanniques doivent associer les Belges, les Italiens, les Norvégiens à la prise de décision, ou est-ce qu'au fond, ils peuvent les ignorer? Bien entendu, les Britanniques aimeraient se passer de l'assentiment de ces pouvoirs en exil, mais ils en ont besoin. Parce que si l'on trouve au Royaume-Uni des Britanniques qui parlent un français parfait, c'est beaucoup plus difficile de trouver des Norvégiens, beaucoup plus difficile de trouver des Danois, donc les volontaires, ils vont être recrutés par ces pouvoirs en exil. Et puis, ils connaissent les us et coutumes de leur pays, etc., etc. Donc vous allez avoir une coopération, mais cette coopération, elle va toujours être entachée d'une méfiance, d'une suspicion, et cette suspicion, elle vient du fait que eh bien, ces pouvoirs en exil pensent à l'après-guerre, veulent défendre leur souveraineté, ce qui veut dire que l'Union eh bien, a été très souvent un combat, et que les relations entre les services secrets ont été très compliquées. Alors c'est le cas de la France, c'est bien connu avec les services secrets du général de Gaulle, le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, mais avec les Belges, c'est encore plus... on peut dire que les problèmes qu'ont posés la Belgique aux Britanniques n'ont pas été proportionnels à la taille de ce petit pays. Ça a été infernal. Donc les Belges ont été encore plus emmerdants que le général de Gaulle. Et il faut le faire. Oui, en fait, c'est cette phrase qui est citée dans le livre de Martin Conway qui dit « Les Alliés tentaient de gagner la guerre, les pouvoirs exilés étaient dans l'ensemble plus préoccupés par l'idée de gagner la paix ». Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais donner un exemple, tu fais bien de le rappeler. Par exemple, le SOE dit « On va faire des sabotages ». Et alors, c'est pour ça, si vous voulez, vous avez le SOE qui fait des sabotages et l'Intelligence Service qui collecte de l'information, du renseignement. Et donc les deux se haïssent parce que plus vous faites de sabotage, plus vous faites de bruit. Plus vous faites de bruit, moins vous pouvez collecter de l'information tranquillement, parce que les Allemands vont être aux aguets, etc., etc. Donc l'Intelligence Service déteste le SOE. Mais les Belges détestent aussi le SOE, car qui dit sabotage dit quoi? Dit représailles. Donc les Belges vont s'allier, les services secrets belges vont s'allier avec l'Intelligence Service pour faire capoter les missions du SOE. Voilà, pour défendre la population belge, parce que le Premier ministre Hubert Pierlot est quelqu'un de très prudent et qu'il a très peur des représailles sur son peuple. Alors, le livre s'intitule donc une histoire de la résistance en Europe occidentale. J'ai bien noté que ce n'était pas une histoire de la résistance européenne, parce qu'il y a quand même sous-jacent tout au long du livre cette question-là, c'est-à-dire est-ce que cette lutte contre un ennemi commun a engendré parmi ces pays un sentiment justement de communauté, d'union face à quelque chose, d'union de valeurs? Et ma deuxième question, surtout au vu de l'actualité avec la Grande-Bretagne ces derniers mois, est-ce que c'est pas finalement parce que la Grande-Bretagne a échoué d'une certaine façon à imposer ses vues dans les pays, et notamment à imposer des pouvoirs comme en Italie où elle aurait voulu se débrouiller d'une certaine façon? Est-ce que c'est pas cet échec qui fait que depuis la guerre, elle est quand même restée relativement rétive au projet européen? Alors, y a-t-il conscience d'un combat européen? J'ai envie de dire oui et non. D'abord les Britanniques. Vous avez des passes d'armes formidables. Au sein de la BBC, vous avez un grand débat entre deux hauts responsables. Le premier qui dit « Nous devons faire la guerre pour les intérêts britanniques. Donc nous devons défendre les intérêts britanniques. » Et l'autre, qui s'appelle Noel Newsom, qui dit « Non, nous faisons une guerre européenne pour des valeurs européennes. » Donc vous voyez déjà, les Britanniques ne sont pas très au clair. Alors,
Bien entendu, les peuples sous la botte et les gouvernements en exil savent